Venons-en aux événements du week-end et des derniers jours aux États-Unis sur le front politique et sur le front des affaires. C'est notre quart d'heure hebdomadaire américain avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Il aura fallu un long moment pour que la Chambre des représentants trouve le compromis nécessaire et suffisant pour voter ce nouveau package d'aide à l'Ukraine. Avec effectivement une alliance inédite qui s'est formée de ce point de vue-là à la Chambre des représentants, emmenée par le speaker républicain Mike Johnson. Comment est-ce que ce package d'aide à l'Ukraine a pu être obtenu à la Chambre des représentants ce week-end, Pierre-Yves, et pourquoi est-ce que Mike Johnson, le speaker républicain, a-t-il soutenu ce vote de ce package d'aide à l'Ukraine ? Mike Johnson a connu un parcours politique absolument incroyable. Il était un obscur représentant de l'État de Louisiane il y a 2 ans. Il n'avait jamais rencontré non seulement le président, ni le Biden, ni la vice-présidente Kamala Harris. Il ne connaissait pas le leader républicain de la Chambre des représentants. Il n'était pas grand-chose. Il était catégorisé comme un extrémiste du Sud, un trumpiste isolationniste. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été sorti de ce lot quand il a fallu trouver un remplaçant au républicain californien relativement centriste qui était Kevin McCarthy. Mike Johnson a complètement changé d'avis sur l'Ukraine. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et il a dit c'est un rendez-vous de l'histoire pour l'Amérique. Et peu importe qu'éventuellement j'y laisse ma peau de speaker, je dois faire ce qui est bon pour l'Amérique et ce qui est bon pour l'histoire. Il a décidé de découper en 4 le projet de loi bipartite qui avait été adopté mi-février par le Sénat, de manière assez cohérente d'ailleurs, avec une tranche Ukraine, en gros 60 milliards de dollars d'aide, une tranche pour Israël, avec 17 milliards plus 9 d'aide humanitaire, et une beaucoup plus petite tranche de l'ordre de, je ne l'ai plus en tête, 8 milliards pour Taïwan. Et puis la dernière tranche, c'est une tranche qui était destinée à séduire certains républicains récalcitrants, qui comprenait l'idée suggérée par le président, l'ancien président Trump, qui était non pas de donner de l'argent à l'Ukraine, mais soit de le prêter, soit d'utiliser des actifs russes que l'on pouvait saisir et qui servaient de gage. Et dans cette 4e tranche aussi, il y a l'éventuelle interdiction de TikTok aux États-Unis si ByteDance, la maison mère, ne voulait pas s'en débarrasser. Alors c'est passé comme ça, en 4 tranches, avec 4 majorités différentes, avec un bipartisme qui a changé suivant les tranches, mais qui a tout de même permis de faire voter sur l'Ukraine 101 républicains sur un total de 218 élus. Donc ce n'est pas la majorité des élus républicains, mais c'est pas loin tout de même. Et avec une très large majorité démocrate, le package ukrainien est passé. Pourquoi est-ce que Mike Johnson a changé d'avis ? D'abord, il a changé d'avis parce que la situation sur le terrain a changé. Et l'Ukraine est en train de perdre. Et si les États-Unis ne fournissent pas abondamment les munitions que l'Ukraine a utilisées et ne rajoutent pas des nouveaux équipements, et en particulier de nouveaux missiles guidés à moyenne portée, l'Ukraine va perdre. Mike Johnson en a été convaincu par tous les briefings des services de renseignement américains auxquels il a assisté et auxquels il n'assistait pas lorsqu'il n'était qu'un simple représentant de l'État de Louisiane. Et puis, il a été sous forte pression, pas simplement de la Maison-Blanche, mais sous forte pression de Mitch McConnell, le leader républicain du Sénat, qui n'est pas vraiment quelqu'un de gauche, mais qui n'est pas trumpiste, et surtout qui est en train de partir, qui a donné qui a annoncé qu'il allait partir en retraite en novembre, et qui veut faire de l'adoption de l'aide à l'Ukraine un élément très important de son départ pour couronner sa carrière, considérant que les États-Unis, quand ils disent qu'ils sont l'allié d'un pays, ne peuvent pas l'abandonner au milieu du gué. Et puis, il y a la possibilité que si les plus trumpistes que les trumpistes à la Chambre des représentants décident de lancer un vote en destitution de Mike Johnson, qui est vraiment, sincèrement,
c'est quelqu'un qui a une grande foi chrétienne, qui a évolué dans un milieu Southern Baptist de très grande religiosité, et de dire, écoutez, je fais ce qui me paraît être le bien, et Dieu décidera si je serai sanctionné pour cela ou si je ne le serai pas. Et probablement que des démocrates voteront pour l'aider et le maintenir en position de speaker, sachant, je termine là-dessus, que Donald Trump, on en avait parlé ensemble la semaine dernière, lui avait donné sa bénédiction en lui disant « tu fais un très très bon travail compte tenu de la très faible majorité dont les républicains disposent à la Chambre ». Il est devenu un homme clé du dispositif Trump au Congrès aujourd'hui, Mike Johnson, malgré les menaces des, comment vous dites, les plus Trumpistes que les Trumpistes. Alors, vous savez, Donald Trump change d'avis comme de cravate. Aujourd'hui, Donald Trump aime beaucoup Mike Johnson. Ça peut changer demain. Mais pour l'instant, la validation des choix difficiles faits par le président Trump à Michael Johnson est quelque chose qui va aider Michael Johnson à durer. Il y a aussi tout simplement, si les républicains se débarrassent de Mike Johnson, qui va le remplacer? Il n'y a pas de candidat évident. Du côté des affaires, une usine automobile qui voit l'arrivée d'un syndicat aussi puissant que UAW, c'est toujours un événement, Pierre-Yves. En l'occurrence, c'est même un événement historique puisqu'on parle de l'usine Volkswagen qui est située dans l'État du sud du Tennessee, Pierre-Yves, et donc UAW, le puissant syndicat automobile qui avait remporté ses grandes victoires, on s'en souvient il y a quelques mois, contre les majors de Détroit, fait son entrée chez Volkswagen. Pourquoi est-ce que c'est un événement important et quelles peuvent être les conséquences de cet événement ? Ça fait 30 ans que UAW espère convaincre les ouvriers de ces nouvelles usines automobiles du sud des États-Unis de rejoindre leur mouvement. Et ça fait 30 ans qu'ils échouent. Ils ont échoué à 2 reprises dans cette usine de Chattanooga de Volkswagen. Ils ont échoué en 2014 et en 2019. De même qu'ils avaient échoué à convaincre les ouvriers de l'usine Nissan du Mississippi en 2017. C'est indispensable pour la survie du syndicat de convaincre les nouvelles usines automobiles qui sont gérées par des marques étrangères de venir le rejoindre, parce que UAW comptait 1,5 million de membres dans les années 70, il y en a plus que 350 000 aujourd'hui. Alors là aussi, qu'est-ce qui a changé ? D'abord, je crois qu'il y a une chose très importante qui a changé, c'est le Covid. L'Américain, qu'il travaille dans l'industrie automobile ou dans les services, n'a plus le même rapport au travail. Je crois que c'est vrai en Europe aussi. Cette espèce de culte du travail qui peut être très très fort aux États-Unis a changé. On est moins intéressé par son propre travail et par la culture de l'entreprise qu'on ne l'est pour ses affaires personnelles et familiales. Et ça, c'est une carte que UAW a très bien su jouer. La deuxième, c'est le déséquilibre du marché du travail, avec cette pénurie chronique de main-d'œuvre. Et le mouvement syndical en général et UAW sait que l'offre et la demande de travail sont en train de jouer pour le moment en faveur du mouvement syndical. Et puis, il y a le grand succès remporté par le nouveau patron de UAW l'automne dernier, avec cette grève très agressive mais très progressive qu'il a menée et qui a permis de renégocier une convention collective avec les 3 constructeurs américains historiques dans des termes qui ont surpris tout le monde et qui sont beaucoup plus avantageux que ce que l'on imaginait, avec en particulier la suppression de la double échelle de salaire, puisque maintenant les nouvelles recrues seront très rapidement rémunérées aussi bien que les ouvriers d'expérience. Alors ça a fait réfléchir pas mal les ouvriers de Volkswagen à Chattanooga. On peut ajouter à cela, bien sûr, la campagne de la Maison-Blanche. Le président Biden s'engage à chaque fois qu'il le peut sur tous les sujets, avec tous les mouvements syndicaux possibles, en faveur des grévistes, en faveur des syndicats. Il croit dur comme fer que l'avenir du Parti démocrate est plus que jamais dans la reconstitution d'un mouvement syndical solide. Il s'était rendu sur un piquet de grève à l'automne dernier, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, il est allé sur les piquets de grève. On n'avait jamais vu un président sur un piquet de grève. Il a mis la casquette et pas le t-shirt, mais la casquette de UAW.
Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour UAW? Oui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Volkswagen qui, un petit peu naïvement, il y a quelques années, pensait qu'on pouvait adapter le modèle syndical allemand à la réalité américaine? Alors là, je leur souhaite bonne chance parce que UAW, ce n'est pas du tout des syndicalistes à l'allemande. Et puis, qu'est-ce qui va se passer demain, en particulier au mois de mai, lorsque des élections vont se tenir dans une usine de Daimler-Benz en Alabama, où là encore, UAW va essayer d'obtenir le droit de représenter. Si j'ai le temps, je dois rappeler quand même une chose très importante sur ce que c'est que la représentation syndicale et le monopole syndical américain. Vous avez 30 secondes, Pierre. Aux États-Unis, 28 États sont des right to work states qui interdisent le modèle qui consiste à dire si vous voulez travailler chez Ford ou chez General Motors, il faut être membre d'un syndicat unique. Vous n'avez pas le droit de choisir. Il n'y a qu'un seul syndicat, il a le monopole de l'embauche. Si vous ne voulez pas payer de contributions mensuelles importantes à ce syndicat, vous ne pourrez pas travailler sur les chaînes. Et ce modèle-là est interdit dans 28 États. Et c'est ce modèle-là que Joe Biden et UAW voudraient voir pratiqué dans tous les États américains. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci pour votre éclairage hebdomadaire sur les enjeux américains, que ce soit le monde politique ou le monde des affaires. Pierre-Yves Dugas avec nous, correspondant américain pour ce quart d'heure américain que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.